Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver en cette rentrée. Tout de suite, le sommaire. C'est aussi la reprise des cours pour les lycées pro entre réforme, budget et filière d'espoir. Eh bien, quels sont les grands chantiers de cette rentrée? On en parle avec nos invités dans quelques minutes. Un podcast pour apprendre ou réviser les pédagogies et les politiques éducatives à destination des profs. Savoir en scène, un podcast propose une écoute intelligente et de quoi remettre en question certaines de leurs façons de faire. On en parle dans la seconde partie de notre émission. Dans sa chronique, Shirley Adélaïde reviendra sur l'une des tendances étranges ou pas de l'été, ces fameux laboubous. Si vous êtes passé à côté, vous saurez tout en fin d'émission. Mais avant cela, place à l'actu de l'éducation avec Shirley. Shirley, bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec le verdict du tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire Estelle Mouzin, disparue en Seine-et-Marne en 2003. L'État a été condamné pour faute lourde. Les autorités n'ont pas tout mis en œuvre pour retrouver la fillette enlevée alors qu'elle rentrait de l'école. Elle avait 9 ans. Elle s'est retrouvée dans les griffes du couple Monique Olivier, Michel Fourniret. L'ex-femme du meurtrier a été jugée, mais 20 ans après, elle a été condamnée à perpétuité pour complicité de meurtre. Michel Fourniret, son ex-mari, lui, est mort avant d'avoir été jugé malgré ses aveux. L'État a failli dans cette affaire. Voilà donc ce qu'a reconnu la justice hier soir, donnant raison au père d'Estelle, car c'est lui qui est à l'origine de la procédure. Il avait porté plainte pour faute lourde de l'État et déni de justice. Ce qui a été pointé par le tribunal, c'est notamment le retard considérable pris par l'enquête et une gestion anarchique des 42 000 pièces de la procédure. Cela est dû majoritairement à un manque de moyens humains. Le tribunal a condamné l'État à payer 50 000 € au titre de préjudice moral au père d'Estelle Mouzin. Pour lui, il y avait un intérêt majeur à ce que cette faute soit reconnue. Il était sur France Info. Avec cette condamnation de l'État pour faute lourde, nous espérons tous que nous allons réussir à faire bouger les lignes et que la justice va améliorer les dispositifs d'enquête et engager plus de moyens dans les dossiers de disparition d'enfants. C'est effectivement une victoire à titre personnel, on peut dire, avec toutes les guillemets d'usage autour de victoire. Éric Mouzin, donc au micro de France Info hier soir. Et puis aujourd'hui, c'était le jour des obsèques de Caroline Grandjean, cette directrice d'école qui s'est suicidée dans le Cantal lundi, le jour de la rentrée, après 2 ans de harcèlement homophobe. Et son épouse, avec qui elle était mariée depuis 10 ans, s'est exprimée hier soir sur France 2. Elle dénonce l'inaction de l'institution. La hiérarchie n'a pas compris la souffrance de Caroline, dit-elle, une enseignante passionnée qui savait créer un climat de confiance avec les enfants, a-t-elle rajouté. Depuis 2 ans, un mystérieux corbeau envoyait à Caroline Grandjean des menaces par écrit, des menaces homophobes. Il n'a toujours pas été identifié à ce jour. La ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, a demandé hier l'ouverture d'une enquête administrative pour faire toute la lumière sur ce drame. Dans le reste de l'actualité, ces inégalités territoriales qui persistent entre l'Hexagone et les territoires d'outre-mer en cette rentrée. Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse le confirme dans son dernier rapport. École loin du lieu d'habitation des élèves, établissements vétustes et inadaptés à l'environnement, mais aussi cours annulés à répétition. En Guyane, par exemple, les élèves doivent souvent se lever à l'aube pour se rendre à l'école, au terme d'interminables trajets qui mêlent marche à pied et pirogue. À La Réunion, moins de possibilités dans les choix de filières et ce qui fait dire à ce jeune lycéen réunionnais que les chances de réussir ne sont pas les mêmes partout. On l'écoute. Moi, je pense qu'on n'a pas les mêmes chances que les jeunes en France hexagonale. Il y a une vraie colère parce qu'il y a une méconnaissance de ce qu'on vit, une méconnaissance de ce qu'on n'a pas, par exemple sciences politiques. À La Réunion, on n'a pas vraiment cette voie. L'école de la République est censée nous donner à chacun les mêmes chances. C'est pas le cas. Pour rappel, le taux de décrochage scolaire est 2 fois plus important dans les territoires d'outre-mer que dans l'Hexagone. Et cette information qui concerne l'ensemble du territoire français, il manque des profs dans plus de la moitié des collèges et des lycées. Oui, c'est ce qu'a révélé le syndicat SNES-FSU ce matin après avoir mené l'enquête auprès des équipes pédagogiques sur place depuis lundi. Il faut y voir la conséquence d'une crise de vocation dans l'enseignement du secondaire, une crise qui persiste. Pour rappel, 15% des postes d'enseignants sont restés non pourvus au dernier concours. Pour le syndicat SNES-FSU, je cite, il y a urgence à
revaloriser les personnels et à améliorer les conditions de travail, ce qui passe par un autre budget que celui marqué par l'austérité et assumé par le gouvernement Bayrou. Est-ce la fin des manuels scolaires en Île-de-France ? Pas tout à fait, mais en tout cas, leur remplacement progressif par des versions numériques inquiète. En cette rentrée, nouveauté, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé la mise à disposition d'un portail unique aux lycéens. Pearl Trees, c'est son nom. Il propose une cinquantaine de manuels numériques dits libres. Alors concrètement, la moitié des lycéens franciliens sont restés au livre papier, donc ça ne les concerne pas. En revanche, pour les autres, ceux qui sont passés au numérique ces dernières années, et ils sont 250 000, s'ils jonglaient entre les interfaces pour consulter leur programme de maths, de français et autres, désormais tout sera au même endroit, les contenus des éditeurs comme les contenus de l'éducation nationale. Tout sera sur ce portail Pearl Trees, une initiative qui s'est attiré les foudres de plus de 500 écrivains, éditeurs, professeurs même. Ils ont pris la plume pour exprimer leur désaccord dans une tribune qui a été publiée cette semaine dans le journal Le Monde. Ils dénoncent une école sans boussole, une école du scroll. Valentin Bouvet est porte-parole de l'association des éditeurs de l'éducation. On l'écoute. On a aujourd'hui une mosaïque de fragments sans hiérarchie ni structuration. Plus de fil conducteur, plus de vision d'ensemble, plus de repères, plus de structure. Et on se retrouve avec une école qui est complètement TikTokisée, où chacun est livré à lui-même. Et du côté de la région Île-de-France, qui fait forcément des économies en passant par le numérique, cette mesure, c'est pour être en phase avec notre temps. On écoute James Chéron, c'est le vice-président de la région Île-de-France. Il est en charge des lycées. Les éditeurs sont restés bloqués sur les manuels du XXe siècle. Ils n'ont pas compris que les outils d'aujourd'hui doivent être utilisés pour permettre aux enseignants de pouvoir plus largement bénéficier et disposer de leur liberté d'enseignement. Et en réponse à la tribune publiée dans Le Monde, la région Île-de-France répond qu'elle n'a pas l'intention de passer au tout numérique. Direction l'Angleterre à présent, qui souhaite interdire les boissons énergisantes aux jeunes de moins de 16 ans. Oui, Red Bull ou alors Monster pour les plus connus, les jeunes en raffolent. D'après les chiffres du ministère de la Santé britannique, 100 000 enfants consomment au moins une boisson énergisante par jour. Et parmi eux, un tiers ont entre 13 et 16 ans, un quart entre 11 et 12 ans. Or, ces boissons riches en caféine ne sont pas bonnes pour leur santé, physique comme morale. Le gouvernement britannique envisage donc une nouvelle loi pour protéger ces jeunes des risques d'obésité, de l'anxiété ou encore des troubles du sommeil, pour ne citer que ces effets néfastes. En France, pas d'interdiction prévue à ce jour en revanche. Et une information particulièrement insolite pour terminer. En Italie, une jeune femme accouche la veille de son concours d'entrée à l'université. Eh bien, ça ne l'a pas empêché de passer son épreuve. Vous allez voir, contre toute attente, c'est assez étonnant. Oui, elle ne pouvait pas passer son examen, elle ne pouvait pas s'y rendre. Et ben, c'est son examen qui est venu à elle. Laura Lagenga Senzio, elle a 33 ans, elle est professeure de droit et d'économie dans des lycées de Toscane et elle préparait son entrée dans un cursus spécialisé pour les enseignants, et dans un grand élan de bienveillance, eh bien, ses profs se sont déplacés à l'hôpital San Marco de Catane en Sicile où elle se trouvait pour lui faire passer son concours dans le bureau du médecin-chef. L'histoire ne dit pas si elle l'a eu, ce concours, mais on lui souhaite beaucoup de réussite. Félicitations pour la naissance du bébé. Merci à vous, Shirley. Alors, quels sont les derniers ajustements du lycée professionnel qui a donné ce bac nouvelle version, alors que les interlocuteurs s'interrogent sur cette voie entre opportunités professionnelles concrètes et puis acceptation forcée d'une filière qui peine encore à trouver ses lettres de noblesse. On en parle tout de suite avec nos invités. Le lycée professionnel déclaré cause nationale par Emmanuel Macron se porte-t-il mieux? On va en discuter justement aujourd'hui avec Jean-Claude Rombe. Merci, bonjour d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Député Les Écologistes, Axel Benoît, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là, co-secrétaire général du SNUEP FSU. Alors depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017, il y a eu donc 2 grandes réformes du lycée professionnel. La dernière en date, les parcours dits différenciés, que vous connaissez certains par cœur, qui à la fin de l'année, ont été baptisés donc parcours en Y et qui finiront par se transformer, si je reprends la formule du syndicat IDFO, Y pour « il n'y a plus personne ». Voilà, donc c'est la réalité de ce mois de juin ou pas? Est-ce que c'est un constat partagé, Axel Benoît? Oui, c'est un constat partagé, on l'a dit très rapidement, c'est un fiasco.
Les élèves, bien entendu, n'ont pas trouvé le sens à cette réforme, mais comme les personnels, puisqu'il n'y avait pas de sens, c'était le principe même de la réforme qui n'était pas bon. Donc que ce soit à la fois pour ceux qui avaient prévu d'être au lycée, finalement, n'étaient pas là, aussi du fait que les enseignants étaient mobilisés fortement sur les corrections, sur d'autres activités. Donc ça génère aussi forcément de l'absentéisme. Et puis aussi côté entreprise, puisque malgré la gratification, beaucoup d'élèves ont quand même vu qu'ils y gagneraient plus en allant travailler et que pour autant ça n'allait pas les pénaliser derrière pour le diplôme. Donc très clairement un fiasco qui fait que pour nos élèves de Terminal Bac Pro l'année dernière, l'année s'est terminée mi-mai. On a réellement perdu 1 mois et demi de cours pour cette génération. Des salles désertées et des professeurs dépités, même constat de votre côté? Oui, si l'objectif était de lutter contre l'absentéisme, ça a eu l'effet inverse. Et effectivement, je reprends aussi à mon compte le terme de fiasco. C'était la chronique d'un fiasco annoncé. Je pense que si on avait interrogé n'importe quel enseignant de lycée professionnel sur l'issue prévisible de ce parcours en Y, on aurait été éclairé dès le départ. Effectivement, la tentation était grande. Donc pour certains, de se dire qu'ils auraient bien le temps de reprendre les études plus tard ou effectivement d'aller chercher des solutions plus lucratives. Et pour les autres, d'aller voir aussi ailleurs que dans leur secteur d'activité, ce qui était un vrai problème. C'est-à-dire que, logiquement, dans la philosophie de cette réforme, c'était la dernière étape, on va dire, qualifiante. Alors que là, beaucoup d'élèves se sont retrouvés à aller faire des stages, pour ceux qui ont choisi cette option, dans des domaines d'activité qui n'avaient strictement rien à voir avec leur formation, ce qui est quand même, convenons-en, un vrai problème. Ah voilà, on parlait justement, juste pour ceux qui nous rejoignent et qui ont raté l'épisode, donc le parcours différencié, vous l'expliquerez mieux que moi, mais en gros, c'est donc un Y, on a compris, 2 voies. Après la fameuse dernière épreuve du mois de mai, 2 voies possibles, soit partir sur un stage, soit poursuivre ses études. Et évidemment, quand on sait que l'un comme l'autre n'est pas forcément qualifiant pour la suite, est-ce que ça sert vraiment d'aller en cours? C'est la question qu'on s'est posée. Je cite Pascal Vivier, donc secrétaire général du SNETA FO, qui est souvent sur ce plateau, qui parlait déjà de décrochage inédit, mais vous aussi, vous en avez parlé effectivement bien avant également ici. Après une étude menée donc, dans les académies d'Aix, Marseille et de Strasbourg, 60% des élèves ayant choisi le parcours poursuite d'études étaient absents à la fin du mois de mai. Et écoutez bien le chiffre, mois de juin, 95%. Donc vraiment là, le cauchemar aussi pour les profs. Ah oui, c'est-à-dire que à la fois cauchemar pour les profs, parce qu'ils étaient aussi sollicités en dehors de leurs cours. Donc ils ont préparé parfois des séances, ils se sont investis, les PLP, les professeurs de lycée professionnel n'ont pas déserté, il ne faudrait pas croire cela, au contraire, ils avaient investi, préparé des séances, mais du fait qu'ils étaient aussi mobilisés à la dernière minute ou pour d'autres tâches, qui sont les corrections d'examen, les jurys, qui se sont déroulés et de manière très inégale selon les académies en termes de calendrier, de fait, étant absents, les élèves n'avaient plus cours. Donc il y a aussi cet élément-là qui a généré. Quand nous, on alerte depuis le début sur le fait que le développement à outrance de l'apprentissage fait qu'on vient déshabiller le lycée professionnel en mois de mai-juin, là, on est vraiment sur une réforme qui, en plus de le déshabiller par ce développement-là, de l'apprentissage, vient renforcer les éléments avec ce parcours dit différencié qui, au passage, notre constat, il est très clair, c'est que pour la moitié des jeunes, le choix n'était pas corrélé à leur souhait pour le mois de septembre. C'est-à-dire pour la moitié des jeunes, on s'est rendu compte que même s'ils souhaitaient, par exemple, poursuivre des études, ils ont décidé d'aller en entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'élément de la gratification qui, même si tout à l'heure je le disais, n'était pas suffisant, mais était quand même un élément déterminant pour beaucoup de jeunes. Le souhait aussi d'aller effectivement tester d'autres métiers et d'autres domaines, d'autres champs. Effectivement, nous, c'est la remontée qu'on a à cette date, c'est qu'il y a à peu près la moitié des jeunes qui étaient en stage pour une formation, pour un métier, pour un travail qui ne correspondait pas à leur formation. Oui, c'est ce que vous disiez effectivement il y a quelques minutes. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que pourquoi donc des stages qui ne correspondent pas, mais pour tester, vous parlez de gratification, on va dire rémunération, si ça ne vous dérange pas. Je sais que ce n'est pas le terme approprié, mais comme ça, on se comprend, vous et moi. C'était 100 € par semaine, et payé par l'État. Donc c'est aussi le budget, on va y revenir sur la notion de budget, parce que c'est quand même assez conséquent pour une réforme qui n'a pas amené grand-chose. Donc ces stages, effectivement, lorsqu'ils ont choisi le stage, vous le dites tous les deux, ils ne choisissaient pas la bonne voie, mais c'est une façon d'expérimenter, et auquel cas, pourquoi pas,
ou c'était finalement un constat de il n'y a rien à prendre finalement, je pense qu'il y a quoi Il y a sans doute plusieurs facteurs qui l'ont expliqué, mais il y a eu toutes ces dérogations possibles aussi, je pense, parce que la capacité des entreprises, la capacité d'accueil des entreprises est limitée. Enfin, on se souvient des stages de seconde qui se sont rajoutés, donc finalement ça faisait beaucoup de monde demandeur de périodes de formation professionnelle sur ce mois de juin, et je pense qu'aussi certains élèves ont dû tout simplement ne pas trouver dans le secteur qui était, dans la spécialité qui était la leur, le stage. Donc certains se sont retrouvés par défaut, et puis d'autres par choix, effectivement, pour se tourner vers des périodes qui rapportaient un peu plus que les 600 € au global de la... Mais la problématique, c'est peut-être ça aussi. Est-ce que finalement ces lycéens trouvent un réel intérêt à ce stage ? Je pense que la grande leçon, effectivement, de cet élément-là, c'est qu'il ne voit pas l'intérêt, puisqu'il n'est pas qualifiant, il n'est pas formateur. Donc l'attente, elle est bien là sur un besoin de formation et d'enseignement de la part de ces jeunes. Le fait d'avoir détourné ces éléments, d'avoir choisi le travail plutôt que d'aller en stage non formateur, c'est révélateur du contresens du principe même de cette réforme, et dont on disait depuis le début, qui n'était pas faite dans l'intérêt des élèves. Donc une réforme pas faite dans l'intérêt des élèves, les élèves ont su la reprendre dans leur intérêt, et donc ont développé ces éléments-là. On voit aussi que ça a été utilisé pour certains comme un moment où ils pouvaient se préparer avant de travailler pour l'été et autres. Donc ils l'ont pris dans leur intérêt, et là-dessus... on peut leur dire bravo parce qu'ils savent défendre leurs intérêts. Oui, parce que finalement, ce stage, en fait, n'a pas besoin d'être validé pour pouvoir obtenir son bac, on est d'accord ? Non, aucune obligation. Il ne compte pas pour le diplôme, pour le bac pro. C'est là où on dit que c'est mentir en plus aux jeunes en termes de qualité de formation. Depuis le début, on voit bien que c'est une réforme qui est faite pour que les jeunes soient au travail et non plus soient en train d'être formés, d'avoir des études. Donc on cherche de la main-d'œuvre, on se dit tiens, on va pousser pour un stage soi-disant ou une différenciation avec le parcours en Y, mais en fait finalement ils vont tous choisir, et peut-être qu'on aura tous les trois fait la même chose, de se dire au même âge, tiens, je vais aller faire un petit job d'été. Non, mais 100 € par semaine, donc 400 contre un SMIC par exemple. Pourquoi pas, enfin, je veux dire, voilà, la question se pose, non ? Difficile de rivaliser, et la vocation d'une période de formation en milieu professionnel, puisque c'est le terme précis qu'on utilise en lycée professionnel, c'est aussi que ce soit un moment pédagogique. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un retour dans l'établissement, il faut qu'il puisse y avoir un échange. C'est le cas de tous les autres stages, il y a des grilles d'évaluation, il y a des échanges avec les tuteurs. Donc à partir du moment où on enlève ça, on rentre dans une autre démarche que celle du stage supposé formé, et d'autant plus important que là, on arrive effectivement sur la fin du parcours. Fin du parcours. Alors donc, c'est-à-dire que les épreuves ont donc été avancées, anticipées donc au mois de mai. Quel était l'objet de départ, alors que a priori tous les syndicats et tous les experts de l'éducation ont tous dit attention, on risque quand même d'aller à la catastrophe. Ils y sont allés quand même. La réforme a été effective quand même. Quel était l'intérêt d'avancer justement cette date au mois de mai ? Il faut être très clair. Vous avez évoqué tout à l'heure c'est la deuxième réforme. On a eu 2 réformes sous les quinquennats Macron. Les réformes ont toutes été menées pour le lycée professionnel dans un objectif d'envoyer plus tôt les élèves travailler et limiter les poursuites d'études. C'est-à-dire que parce que c'était 4 ans avant le bac. Oui, il y a 2009, une quinzaine d'années, c'était 4 ans. On est passé à 3 ans, donc on a réduit déjà fortement les horaires. La première réforme sous le quinquennat Macron, portée par Jean-Michel Blanquer, on a supprimé quasiment 400 heures de cours, un peu moins, et on a transformé des heures d'enseignement en dispositifs qui ne font pas sens, y compris pour les élèves et pour les enseignants. Et puis là, une nouvelle réforme, on a supprimé encore 170 heures de cours, et on demande aux élèves de quitter plus tôt l'établissement, très clairement en mai, avec un objectif, c'est vraiment limiter les poursuites d'études, puisqu'on forme moins bien nos élèves que précédemment, on nous donne moins la possibilité de le faire. Et l'objectif, c'est vraiment qu'une main-d'œuvre soit à disposition tout de suite pour les entreprises, peu importe sa qualité de formation. Et c'est là où le bas blesse, c'est que c'est vraiment un abandon pur et simple d'une formation qualifiante et émancipatrice pour un tiers de la jeunesse.
Là où finalement ces jeunes ont le plus besoin d'école et d'apprentissage, on leur donne de moins en moins. C'est-à-dire que c'est moins d'école, moins de culture, moins d'apprentissage. Absolument. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on a un grand écart entre les discours qui visent toujours l'excellence, alors qu'en réalité, le lycée professionnel, ces dernières années, ça a toujours été se débrouiller pour faire plus avec beaucoup moins. Donc on le disait, en 2009, il y a eu la première réforme marquante portée par Nicolas Sarkozy. Donc on perd 25% des heures. Et depuis le passage du bac pro en 3 ans, ce sont effectivement des centaines d'heures de cours qui ont été perdues, à la fois pour l'enseignement général, mais aussi pour l'enseignement professionnel. Grosso modo, ça représente depuis 2009, on va dire 2 mois de moins pour la formation professionnelle, 1 mois de moins pour l'enseignement général. C'est énorme. Donc vous voyez, on reste dans cette logique à toujours enlever des heures et à penser qu'on va arriver à des diplômes qui aient toujours la même valeur sur le marché du travail. Et si je ne m'abuse, les programmes en question n'ont pas été rétrécis, ni raccourcis, ni amputés. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire le même programme en moins de temps pour les profs, non? Oui, c'est ce qui s'est passé l'année dernière d'ailleurs, parce que le constat très clairement que nous ont remonté tous les collègues, c'est un stress supplémentaire, à la fois pour les enseignants, pour préparer en temps et en heure leurs élèves aux examens de fin d'année, mais aussi aux contrôles qui se passent en cours de formation, mais aussi un stress supplémentaire pour les élèves qui ont bien vu justement qu'ils avaient moins le temps, et vraiment accélérer les choses et se dire qu'on peut rattraper une préparation aux études supérieures via des modules en juin, c'est méconnaître complètement notre public. Et le public des lycées professionnels qui a réellement besoin de temps, d'y revenir. Et c'est pour ça qu'avant, il y avait 4 ans et pas 3 ans. Et qu'aujourd'hui, on le sent bien. Nos élèves, ce qui leur manque, c'est vraiment du temps en cours, à l'école, avec leurs enseignants, que ce soit dans les disciplines professionnelles ou dans les disciplines d'enseignement général. Et c'est comme ça qu'on arrivera effectivement à élever le niveau de qualification et à répondre aux enjeux à venir pour notre pays, que ce soit au niveau réindustrie, mais aussi au niveau du défi écologique qui nous s'est rappelé à nous cet été de manière très forte. On les pousse moins à faire des études supérieures, mais le constat est aussi clair. Les lycéens pro sont ceux qui reçoivent le moins de propositions sur Parcoursup. Donc, ce n'était pas l'objet de la réforme de gommer les inégalités à la base? Si c'était l'objet, force est de constater que de toute façon, ils n'y sont pas arrivés. On voit bien, en fait, monsieur le député le disait tout à l'heure, il y a un décalage très fort entre les discours d'intention, les discours politiques d'intention, et réellement les moyens qu'on y met, les actions qu'on met en œuvre pour y arriver. Les actions qui sont mises en œuvre sont au contraire des freins à cette poursuite d'études, et le fait de diminuer encore le temps de formation ne va pas améliorer leurs possibilités, y compris de réussite dans les BTS, s'ils sont acceptés. Et c'est là où le bas blesse, c'est que là on est sur une première génération où on sait que ça va être encore plus dur pour elle en BTS. Et quand d'un côté on a un ministère qui ose souligner assez souvent les faibles taux de réussite en BTS des lycéens professionnels par rapport aux autres lycéens, bah oui, très clairement, on leur a enlevé du temps d'enseignement, et en plus sur cette génération, on leur a enlevé encore davantage. Donc on donne pas les moyens aux élèves de pouvoir avoir cette réussite. Alors, pour autant, j'ai quand même des chiffres qui présentent le contraire. C'est pour ça que j'aimerais qu'on les commente. Parce qu'entre 2000, j'ai marqué 2029, non, il n'y est pas encore, 2019 et 2023, le taux de bacheliers pro qui ont intégré l'enseignement supérieur est donc passé de 41,8 à 47%. Comment on peut l'expliquer du coup? C'est un échec, mais en même temps, ça monte. Je pense qu'il y a 2 phénomènes. C'est aujourd'hui, il est compliqué, clairement, de pouvoir trouver un emploi simplement avec un baccalauréat professionnel. Donc il y a une réalité qui est celle que les employeurs ont rehaussé, peut-être surcoté un petit peu leur demande et leur niveau d'exigence à un niveau supérieur. Et le fait de pouvoir rentrer, par exemple, en BTS, c'est une chose, mais en ressortir avec un diplôme, c'est une autre. Et c'est là où on se rend compte que c'est extrêmement difficile, que déjà, il y a une très très forte perte dès les premières semaines, on va dire, du BTS. Et qu'ensuite, enfin, on en parlait tout à l'heure, il y a environ que 50% des élèves qui vont jusqu'au terme. Mais il y a une question de confiance en soi aussi. Je veux dire, quand on voit qu'on n'arrive pas, Dylan Ayessi disait, je me suis rendu compte en essayant de m'inscrire sur Parcoursup que même, en fait, il y avait juste lycée général ou technologique qui était inscrit, mais pas
professionnel. Donc, il ne pouvait même pas franchir l'étape. C'était un certain temps. Hein. Mais il en avait parlé à l'ex-directeur de Sciences Po, Mathias Vichra, qui lui-même n'était même pas au courant. Il y a quand même une situation clairement dite où tout d'un coup, on te relègue. Quoi qu'il arrive, même si tu es intelligent, même si tu as du talent, même si tu es brillant dans telle discipline, etc., de toute façon, voilà, la société est faite de manière à ce que tu te sentes relégué, écarté. Oui, parce qu'on considère encore aujourd'hui dans notre système que c'est la voie générale et technologique qui permet d'accéder au bon métier, au beau métier, comme le disent certains, et d'avoir cette sélection. Il y a des freins. Nous, ce qu'on constate aussi quand même sur l'augmentation de la poursuite en BTS, c'est que il y a un fort développement des BTS en apprentissage, qui là sont des contrats de salariés. Et donc, il y a ces éléments-là qui poussent. Sur l'absence de réussite et sur les freins, nous, ce qu'on constate aussi, c'est que les élèves sortant de lycée professionnel, et ça a été montré par les études, quand on est de classe sociale davantage défavorisée, on va moins oser, effectivement. On va moins se dire qu'on a le droit de poursuivre, de continuer des études, et on va aussi avoir moins de possibilités à le faire puisqu'on n'a pas les moyens de poursuivre et qu'aujourd'hui les bourses sont insuffisantes. Donc on retrouve ces éléments-là très forts. Si à un moment on ne vient pas effectivement considérer le lycée pro à sa juste valeur comme les voies générales et technologiques, en n'enlevant pas des heures, parce que le fait d'enlever des heures, ça veut dire qu'on considère moins aussi et qu'il y a moins besoin, à un moment, on ne viendra pas enlever ces barrières. Peut-être que c'est aussi le concept, le terme de professionnel, en fait, de lycée pro qu'il faut peut-être revoir ou en fait expliquer. Alors, je me redirige vers vous, monsieur le député, à ceux qui nous dirigent ou à ceux qui nous entendent. Mais c'est-à-dire que professionnaliser, c'est une chose, mais faire des exécutants, c'en est une autre. Est-ce que ce n'est pas le sentiment aujourd'hui qu'ont les lycéens pro et les enseignants ? Le bac pro dont on fête les 40 ans aujourd'hui est né d'une noble ambition, c'est-à-dire qu'il y avait élevé le niveau de qualification, mais aussi émancipé. Et je pense qu'à bien des égards, le pari dans les premières années était rempli, c'est-à-dire c'était vraiment l'école de la deuxième chance. Aujourd'hui, on pourrait peut-être dire que c'est l'école de la double peine, c'est-à-dire c'est celle où on se retrouve sans l'avoir forcément choisi, puisqu'il y a un tri qui se fait sur la base très ingrate des résultats scolaires, et ensuite avec tout sauf la certitude de pouvoir en ressortir avec un diplôme qui soit monnayable sur le marché du travail. Donc je pense qu'une fois que les grands discours, encore une fois, sont prononcés, il faut vraiment qu'on se pose sur cette question de la voie professionnelle plus largement, peut-être organiser une grande conférence en France, en tout cas, que ce ne soit plus la même image, parce que le lycée professionnel souffre de cette image et les élèves ne sont pas dupes. On peut toujours parler d'excellence. Ils voient bien que c'est plutôt une voie de relégation, et pourtant, il y a moyen de faire autrement, mais ça concerne l'ensemble de la société. Il faudrait que les parents aient envie que leurs enfants aillent étudier en lycée professionnel. Il faudrait aussi qu'au sein de l'éducation nationale, on en finisse avec parfois des jugements un petit peu hâtifs, avec parfois des autorités éducatives ou académiques qui pouvaient reprocher de manquer d'ambition pour les élèves en les orientant trop souvent au lycée professionnel. Vous voyez, c'est vraiment... Juste un petit mot, parce que comme on doit se laisser dans une minute, mais juste avant cela, quand même, le budget, 1 milliard d'euros. Il n'a jamais été dépensé, ce milliard, clairement. Il est où? On en fait quoi? C'est quoi les... Il est dépensé dans les gratifications et dans des dispositifs qui mettent en place, mais comme le référent bureau des entreprises, etc., il est mis là, l'argent. Sauf que aujourd'hui, par exemple, les référents bureau des entreprises, ce sont des personnels précaires. On n'investit pas réellement dans les lycées pro à moyen terme. Donc on vient mettre... Là, le budget, on ne le voit pas, et surtout pour terminer là-dessus, c'est qu'en cette rentrée, on se retrouve dans la même situation que la rentrée précédente, en termes de manque de place, notamment dans les grosses agglomérations et autres, en termes de manque de PLP. Ça fait des années que le budget n'est pas consommé, donc à un moment, il y a la possibilité d'investir et de réellement utiliser ce milliard pour aller embaucher des enseignants et permettre aux élèves d'avoir davantage de cours, ce dont ils réclament aujourd'hui finalement. Donc, si je comprends bien, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il reste de l'argent de côté pour le lycée pro, a priori.
C'est à peu près le cas tous les ans, mais ces sous-exécutions chroniques finissent souvent dans le budget général de l'éducation nationale. C'est une constante, malheureusement, mais peut-être qu'un jour, justement, ces sommes qui sont allouées à la voie professionnelle y resteront et permettront de travailler sur le fond. Vous allez prendre la main sur ce sujet, Jean-Claude Roux, ou pas? Ce ne sera pas la première fois, ce sera simplement une répétition, puisque j'avais commencé par demander des explications à Pape Ndiaye. Vous voyez, ça commence à remonter un petit peu, mais je ne manquerai pas de le faire au futur ou à la future ministre de l'Éducation. 7e nouveau ministre de l'Éducation. D'accord, très bien, sous le mandat Macron. Mais écoutez, super, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous d'être venus sur le plateau du Grand JT. Axel Benoît, co-secrétaire général du SNEP-FSU, et Jean-Claude Roux, député des écologistes. Merci beaucoup. On marque une courte pause dans le Grand JT. Bien sûr, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir à nouveau Mona Amirouche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, Mona. Merci. Créatrice du podcast Savoir en scène et professeure d'économie. Mais ça, c'était il y a un petit moment. Absolument. Parce que surtout, on vous connaît pour Banlieue School, qui a désormais 5 ans, c'est ça? Banlieue School qui a permis d'accompagner peut-être plus d'1 millier de jeunes. Oui, c'est ça. On accompagne 1200 jeunes par an. Depuis maintenant 5 ans. Ouais, sur des projets éducatifs. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la répercussion que cela a eu? Ce qui m'a le plus marqué, c'est la coopération et la collaboration qu'on a avec les professeurs. Et surtout, je dirais, la diversité des projets qu'on peut mettre en place avec les élèves. Et surtout de voir la dynamique que ça apporte dans les établissements scolaires. Non, c'est moi. C'est une dynamique aussi que vous souhaitiez lorsque finalement vous étiez prof d'économie, justement, je le disais avant, à l'époque, et vous vous rendiez compte que les élèves ne savaient pas réellement pourquoi finalement ils étaient en apprentissage, pourquoi ils étaient là pour apprendre, quels étaient leurs rêves. Ça leur manquait un peu. Absolument. Les élèves trouvent, en tout cas de ce que j'avais pu voir, c'est qu'il n'y avait pas forcément de sens. On vient à l'école, mais on ne sait pas forcément pourquoi. Et surtout, par rapport aux élèves que moi j'avais, il y avait une sorte de déception, puisque certains en fait avaient subi leur orientation, subi aussi des échecs successifs. Et donc du coup, on n'y croit plus vraiment. Et l'idée pour moi, c'était de mettre en place un certain nombre de projets dans lesquels les jeunes allaient pouvoir se réaliser, s'accomplir et surtout voir qu'en fait, ils étaient capables de réussir et surtout de progresser et d'apprendre. Et de remettre peut-être un peu de connivence aussi entre professeurs, enfin enseignants et élèves. Oui, absolument. Et montrer en réalité aux élèves que les professeurs sont là pour leur réussite. Ils sont aussi là pour leur transmettre un certain nombre d'enseignements et surtout leur permettre de se réaliser. Et puis, aujourd'hui, j'allais dire, c'est un mot qu'on utilise plus ou moins, mais c'est surtout permettre aux jeunes de connaître leur vocation. Et ce que je dis souvent, c'est on devrait vraiment pouvoir permettre aux élèves d'être orientés par rapport à ce qu'ils aiment et par rapport à vraiment ce qu'ils ont envie de faire plus tard, plutôt que par leurs notes. Puisqu'aujourd'hui, en fait, on va regarder un bulletin scolaire et se dire, bah, tiens, là, il y a des petites problématiques en maths, en français, bah, tu vas pas pouvoir faire telle orientation. Alors que certains jeunes me disent, moi, c'est ça que je voulais faire. Et c'était pas autre chose. C'est le système d'évaluation qui vous plaît pas, qu'il faudrait peut-être revoir, effectivement, en France? Complètement. Moi, je suis pour revoir la manière dont on évalue les élèves, puisqu'aujourd'hui, en fait, je trouve qu'en France, on est très bon plutôt pour sélectionner, mais pas forcément pour montrer aux élèves comment... En tout cas, l'évaluation, aujourd'hui, permet pas d'améliorer la progression. Et donc, du coup, quand on a un élève qui a 5 sur 20, 6 sur 20, et peut-être même 8 sur 20 au trimestre d'après, même si pour nous, en réalité, ça montre une progression, en l'état, pour lui, ça montre seulement qu'il n'a pas la moyenne et qu'il ne va pas y arriver. Alors la progression, ça me permet de rebondir sur le podcast dont vous êtes en train de créer, qui va avoir le jour le 15 septembre, voilà, dans quelques jours. Ce podcast qui s'appelle Savoir en scène, une nouvelle série pensée pour les professionnels de l'éducation, mais c'est aussi pour les élèves, une façon peut-être de revoir les choses, et on va en parler bien sûr ensemble. Mais peut-être aussi, vous parlez justement de la progression, le fait de se... C'est aussi ça, peut-être l'exercice le plus difficile quand on est prof, non? Complètement. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'en tant que professeur, on a besoin d'être formé tout au long de l'exercice de notre profession, d'avoir des formations continues qui sont beaucoup plus importantes, puisque l'idée aujourd'hui, on le voit aussi avec l'intelligence artificielle, c'est que le monde évolue très très rapidement, et il évolue beaucoup plus rapidement que l'école.
Donc il y a une urgence et il y a une nécessité en tout cas à permettre aux enseignants d'être outillés, mais aussi aux élèves de l'être, puisque les compétences attendues demain doivent être travaillées à l'école. Lorsque vous parlez intelligence artificielle, est-ce que réellement cela vous fait peur pour l'enseignement? Est-ce que vous ne pensez pas que de toute façon cette pédagogie sera irremplaçable finalement? J'ai pas forcément de peur concernant l'intelligence artificielle. Je pense qu'on doit en parler. On doit surtout y réfléchir pour que l'intelligence artificielle ne soit pas... en tout cas, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les élèves utilisent beaucoup de ChatGPT, par exemple. Donc, et l'idée, c'est qu'ils ne sont pas forcément outillés et accompagnés pour ça. Donc, vous avez certains élèves qui vont vous dire ça sert à quoi que j'apprenne, ça sert à quoi que je vienne en classe si... j'ai accès à toutes les réponses en fait sur mon téléphone. Donc il y a un vrai enjeu, il y a des vraies discussions à mener aussi bien avec les élèves qu'avec les parents, mais aussi avec les professeurs, notamment pour les professeurs, puisqu'on a entendu récemment la ministre de l'Éducation nationale qui parlait d'outils, en tout cas pour aider, d'outils IA, intelligence artificielle, pour aider les professeurs à faire leurs cours. J'ai vu que ça faisait débat quand même auprès des professeurs, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est surtout des moyens, c'est aussi des outils pour pouvoir les accompagner, autres que, je dirais aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Il y a un professeur qui avait justement pris la parole là-dessus, qui a fait un post assez génial sur Insta en montrant que ChatGPT finalement faisait en moyenne 5 fautes, alors graves ou pas, mais sur un document proposé, et donc expliquer peut-être ok ça peut vous aider, mais finalement c'est pas totalement fiable. Est-ce que c'est ça aussi cette pédagogie que vous allez proposer notamment dans ce podcast Savoir en scène, c'est-à-dire de pas toujours se fier à qui que ce soit d'ailleurs, a priori à son sachant, à son enseignant, mais en même temps à pouvoir remettre en question en permanence ce qu'on apprend. Complètement, et l'idée c'est aussi bien aux élèves qu'aux enseignants de leur permettre d'apprendre à apprendre en fait, de mieux comprendre son cerveau, de mieux comprendre aussi comment on peut optimiser et mieux transmettre aux élèves, puisque le métier de professeur reste quand même un métier où on a des interactions humaines avec les élèves. C'est aussi l'idée de ce podcast, c'est aussi de pouvoir permettre aux professeurs, en tout cas, d'avoir un espace où on peut discuter. Avec Banlieue School, j'ai eu la chance, en tout cas, de mettre en place des projets dans 6 régions et de rencontrer en fait beaucoup de professeurs, des chefs d'établissement, dans plus d'une trentaine d'établissements scolaires. Et j'ai vu des professeurs, des chefs d'établissement géniaux avec des projets incroyables. Et je me dis, c'est dommage, en fait... qu'on puisse pas, au-delà de les mettre en avant, mais qu'ils puissent pas avoir une coopération entre les établissements scolaires, puisque le métier d'enseignant, on le dit pas assez, mais c'est un métier où on est très seul. On est certes face à nos élèves, mais je veux dire, il y a très peu de moments où vous allez pouvoir coopérer avec d'autres professeurs, il y a très peu de moments où vous allez aussi co-enseigner. Donc ça reste un métier où vous êtes isolé, il n'y a pas forcément aussi d'échange de bonnes pratiques. Par exemple, on ne le fait pas assez. Donc l'idée, en tout cas, de ce podcast, que j'espère, enfin je l'espère, sera justement un endroit où on pourra mettre en place, en tout cas, des projets et aussi discuter. Un lieu d'échange, de coopération. Le titre, Savoir en scène, pourquoi ? Savoir en scène, puisque l'idée pour moi, c'était de me dire, on va mettre en scène en fait le savoir, on va donner vie au savoir. Donc c'était vraiment ça pour moi l'enjeu, et puis et surtout de mettre en lumière en réalité les acteurs de l'éducation. Alors je disais, vous avez été formé en économie, certes, mais également en sciences cognitives. Oui. Est-ce que cela vous a permis justement de travailler ce podcast autrement, puisqu'il en existe plein des podcasts aujourd'hui, et d'ailleurs des podcasts très réussis. Absolument. Mais toujours se renouveler, créer un échange nouveau, créer une plateforme nouvelle pour les enseignants, peut-être même pour les élèves aussi, enfin ceux qui s'intéressent à l'éducation. Bien sûr. Qu'est-ce que vous y apportez peut-être en neurosciences et en sciences cognitives ? Ce qui a été génial, en tout cas, lorsque je me suis formée aux sciences cognitives et même en neuroéducation, c'est qu'en fait, on a beaucoup d'apports théoriques. Et l'idée aujourd'hui, pour moi, c'est de me dire, OK, la théorie, comment on fait pour que la théorie se voit sur le terrain ? Et donc, parce qu'on a appris énormément de choses sur le cerveau, sur même la capacité d'attention d'un élève, sur nos pratiques, en tout cas, comment nous permettre de mieux enseigner. Et l'idée, en tout cas, c'est aussi de voir concrètement comment ça se passe sur le terrain. Et ce que je trouve magnifique, en tout cas en France, c'est qu'on a beaucoup de chercheurs en éducation, on a beaucoup d'études, mais après, on n'y voit pas forcément l'apport sur le terrain. Et donc, je me dis, en fait, finalement, moi, en tout cas, je pars du constat qu'il faut peut-être vulgariser la connaissance
de ces chercheurs en éducation et de voir aussi comment certains professeurs ont transformé ces infos sur le terrain pour que ça puisse inspirer d'autres acteurs. Transformer quand on le peut, évidemment. Absolument. Parce qu'il faut suivre malgré tout ce qu'on demande, ce que demande le programme de l'éducation nationale, bien entendu. Vous insistez sur le bien-être des enseignants. Alors, évidemment, on parle souvent de la santé mentale des jeunes, qui est très problématique en ce moment, et on y pense beaucoup ici, évidemment, chez School. On pense aussi à celle de tout le personnel éducatif, du monde de l'éducation dans son ensemble. Et c'est vrai que, retravailler cet aspect-là, c'est aussi essentiel pour pouvoir transmettre au mieux aux élèves. Absolument. Le bien-être aussi bien des enseignants que des élèves est hyper important, on le sait. Mais c'est vrai je crois qu'il y a des études récentes qui montrent qu'un professeur sur 2 est en souffrance. Et ça reste très préoccupant puisque lorsque vous êtes en souffrance et lorsque vous n'allez pas bien, être face à des élèves, c'est aussi compliqué aussi bien pour les élèves que pour vous-même. Donc l'idée aujourd'hui, effectivement, c'est de travailler sur ce bien-être enseignant. Je sais que je ne suis pas très objective, mais pour moi, ça reste l'une des professions les plus belles. Et aujourd'hui, c'est quand même assez triste de voir que on ne veut plus être enseignant, ou on veut quitter l'éducation nationale. En tout cas, beaucoup souhaitent quitter. Et l'idée derrière, c'est de se dire, en fait, comment on fait, en tout cas, pour permettre aux professeurs et aux enseignants qui ont cette vocation, cette envie de transmettre, cette passion, de pouvoir continuer à exercer leur métier tout en étant bien et trouver ensemble des solutions justement pour améliorer le bien-être au sein de l'institution. Cet épisode déjà disponible, je crois, avec des thèmes différents, dont un qui s'appelle « Si les profs aussi décrochaient ». Décrochaient en référence au décrochage scolaire qu'on connaît chez les jeunes. Plus de 100 000 jeunes qui quittent chaque année le système scolaire sans diplôme. C'est extrêmement compliqué. Vous l'avez beaucoup travaillé avec Banlieue School, évidemment. Mais ces décrochages-là, on le voit donc du coup du côté aussi du corps enseignant, du personnel éducatif, de tous ceux qui aident évidemment à la santé, l'éducation, l'apprentissage de ces jeunes. Je dis santé pour les pédopsies, pour tous ceux qui les infirmières scolaires et tous ceux qui décrochent aussi dans l'univers de l'école. Comment rattraper, alors peut-être pas rattraper justement ceux qui ont déjà décroché, mais en tout cas, comment, par le biais de ce podcast, par le biais de cette plateforme, ce podcast, de pouvoir faire en sorte que ceux qui sont sur peut-être la tangente, la limite, restent et y croient. Alors, je parle beaucoup de la coopération. L'idée, c'est, je pense à mon sens en tout cas, de permettre aux professeurs pour qui des choses fonctionnent, en tout cas de pouvoir échanger avec d'autres professeurs, qu'il y ait un réel échange, et peu importe les établissements, peu importe la région. Je pense que c'est important, en tout cas, de permettre à des professeurs d'accompagner d'autres professeurs, ou aussi de pouvoir faire des immersions, peut-être même dans d'autres établissements. Je pense qu'on devrait favoriser cela. Et aussi, on devrait permettre, en tout cas aux enseignants, moi c'est ce que je dis souvent, c'est en tout cas d'être beaucoup mieux formés et outillés au début, et aussi tout au long de la carrière en fait, de l'enseignant, puisque je pense que c'est ce qui peut faire défaut. Comme je disais tout à l'heure, quand on est professeur, on est quand même très très seul. Et donc, je pense que ça accentue, en tout cas, certaines problématiques. Vous ne le serez plus, donc, avec Savoir en scène, cette nouvelle série pensée pour les professionnels de l'éducation et pensée par Mona Amirouche, ici présente. Merci d'avoir été avec nous, Mona. Donc, le 15 septembre, tous sur le podcast. Merci. Merci. On va tous retrouver Shirley pour sa chronique. Stylo, cahier, classeur, les laboubous peuvent être accrochés au cartable de vos enfants en cette semaine de rentrée. Ces petites créatures qui inondent les réseaux sociaux depuis des mois font encore et toujours parler d'elles, n'est-ce pas Shirley? Oui, alors vous savez, il y a eu les petits Tamagotchi, il y a eu les Kiki, et bien maintenant on est rentré dans l'ère des laboubous. Pas de Kiki parce que c'est l'âge, vous regardez, c'était il y a 50 ans. Qu'est-ce que c'est un laboubou? En tout cas pour ceux qui ne savent pas encore, c'est ça, une petite peluche, 10 à 40 cm de hauteur, l'allure espiègle, les grandes oreilles de lapin, de grands yeux, et puis surtout ce grand sourire maléfique là, avec des dents très pointues. Vous devrez débourser 25 à 100 € pour être l'heureuse détentrice d'un laboubou Virginie. Mais qui a créé le laboubou? Eh bien, c'est lui, ce designer hongkongais dénommé Ka-Sing Lung. Il a mis son art au service d'une société de jouets chinoise, une société qui s'appelle PopMart. Et il faut savoir qu'à l'origine,
Chine, eh bien, les Labubu, ce sont les héros des livres de ce monsieur, des livres pour enfants, dans une série dénommée donc The Monsters. Revenons-en donc à la version peluche. Aujourd'hui, on compte des dizaines et des dizaines de modèles de Labubu. Il y a le Labubu avec ses ailes d'ange, il y a le Labubu royaliste, il y a le Labubu intello, etc., etc. Bien sûr, le Labubu, je disais qu'on passait à la version peluche, mais il se décline en une quantité de goodies très différents. On a les porte-clés, les gommes, les coques pour téléphone et j'en passe, et des meilleurs, évidemment. D'accord. Alors pourquoi on en parle autant en ce moment ? Eh bien parce que la semaine dernière, une toute nouvelle gamme de Labubu est sortie. Et comme Pop Mart, la marque qui commercialise ces Labubu, ne communique mais jamais sur ce qu'elle va faire, ce qu'elle va sortir, eh bien les consommateurs sont surpris. Ça fait l'effet escompté, c'est-à-dire de grandes files d'attente devant les magasins. Le site internet qui sature tellement il y a des gens qui fréquentent tout simplement le site. Résultat, en quelques heures, eh bien, c'est la rupture de stock. Tout le monde s'est rué sur cette nouvelle collection. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, des États-Unis à la Corée du Sud en passant par l'Europe, parce que le Labubu, c'est un phénomène viral. On comptabilise à ce jour plus de 2,9 millions de hashtags Labubu sur TikTok. C'est dire que ça fait parler. Mais comment ces peluches ont réussi à devenir la coqueluche des ados, en fait, à être autant célèbre ? Eh bien, en fait, à la base, c'est quand même une question de design qui plaît beaucoup, notamment à la génération Z, un mélange entre mignon et étrange, un adorable monstrueux qui fait vraiment son petit effet sur eux. C'est aussi l'histoire, il faut le dire Virginie, d'une redoutable stratégie marketing basée sur la surprise, parce que même si ces peluches, elles sont commercialisées par la marque depuis 2019, tout a commencé en fait au printemps 2024 avec ces vidéos d'unboxing qui ont inondé les réseaux sociaux, unboxing de ces boîtes mystères. Qu'est-ce que c'est les boîtes mystères ? C'est une collection. En fait, vous ne connaissez pas le contenu, surtout la couleur de votre Labubu, avant d'avoir tout simplement ouvert votre colis. Ajoutez à cela que Pop Mart, je l'ai dit tout à l'heure, ne communique pas en amont sur ces collections, ces nouvelles collections. Et puis des petites peluches en édition spéciale sont parfois glissées dans certains packaging. Voilà, mais ça c'est la surprise encore une fois, et vous avez une chance sur 168 de tomber dessus. Et ce qui a vraiment accéléré le phénomène, c'est quand certaines stars se sont affichées avec leur Labubu, à commencer par cette star de la K-pop. Elle s'appelle Lisa, regardez. Ah ouais. And this is Labubu. Yes. I go crazy. It's like I spend all of my money. I go Pop Mart everywhere. If I fly to New York, I go to Miami. I try to find Pop Mart there. Paris, everywhere. Bon, elle est vraiment devenue crazy about Labubu. Partout où elle va, elle achète des Labubu. Dua Lipa et Rihanna ont été vues aussi, spotted, voilà, avec un Labubu accroché à leur sac. Tout cela a bien profité à la marque, plus 250% pour l'action. C'est pas mal, le fondateur de Pop Mart qui est devenu un des plus jeunes milliardaires de Chine. Alors évidemment, on le sait, c'est une tendance, donc qui dit tendance, pas sûr que ça dure, quoi. Et oui, là la question, on se demande, est-ce que ça va être éphémère, tout ça va bien retomber à un moment donné? C'est pas les ambitions de la marque, ni de la Chine d'ailleurs, qui a de grands espoirs sur la Lubumania. On va dire que ce succès chinois, ça représente en fait une manière d'instrumentaliser un soft power à l'échelle mondiale, puisque le Labubu, on l'a vu, ça transcende toutes les barrières culturelles, ça voyage à travers le monde, ça véhicule une image très très cool de la Chine, ça répand surtout la créativité chinoise, plus seulement le savoir-faire. On va dire maintenant, ça a été créé en Chine et pas seulement fabriqué. Donc c'est un petit changement de paradigme. On se met même à rêver d'un Disney à l'oriental là-bas. Voilà, donc c'est un peu la guerre est déclarée, elle a déjà été quand même. En attendant, attention aux fraudes. Sur Ouest France, vous avez un magnifique guide qui vous prémunit contre tous ces sites frauduleux qui souhaitent vous vendre de pâles copies de ces monstrueuses mais choupinettes créatures, peluches. Merci beaucoup Shirley, merci pour cette chronique des Labubu. Et bien tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap.
aujourd'hui, c'est vrai que depuis plusieurs années, la réponse de beaucoup de parents, c'est d'acheter un premier smartphone en essayant de le jouer sur la dimension éducative. Tu vas l'utiliser à tel moment, et c'est pas toujours facile parce que c'est un dialogue aussi entre parents et enfants. Et donc, on a souhaité commercialiser ce produit, donc cette montre, cette Kids Watch, qui en fait est sans Internet, sans réseaux sociaux, et permet d'accompagner les premiers pas d'autonomie de l'enfant, à la fois à l'extérieur et dans le numérique. Mais alors, avant de parler spécifiquement de ce produit, de la montre connectée, il faut dire qu'avant que ce type de produit arrive justement sur le marché, la solution alternative au smartphone pour les parents, finalement, c'était tout simplement un téléphone. Parce qu'aujourd'hui, par abus de langage, et parce que la frontière aussi s'est brouillée entre ce qu'est un téléphone et un smartphone, on oublie qu'en fait, un téléphone, ça n'a pas Internet, donc pas d'accès aux réseaux sociaux. On évite donc un certain nombre des problèmes que justement vous avez évoqués. Est-ce que ça reste toujours une bonne alternative selon vous? Alors, aujourd'hui, souvent, en tant que parent, ce qu'on a envie de savoir, c'est quand on commence à mettre son fils ou sa fille dans le bus ou dans le métro ou à pied pour aller à l'école ou encore une fois ailleurs, on a un peu envie de savoir s'il est bien arrivé, s'il est dans la bonne zone. Et aujourd'hui, c'est vrai que d'avoir un produit qui a de la data, donc qui a des données, permet de localiser et permet de savoir, du coup, pour le parent, tout de suite, bah tiens, mon enfant est ici. Et de savoir où il est. Ce que permet pas un téléphone non smartphone par rapport à votre question. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en termes et le smartphone ensuite est devenu finalement la norme globalement commerciale. C'est quasiment 90-95% de la production mondiale aujourd'hui. Et donc pour nous, vraiment le produit alternatif, c'était effectivement cette montre pour pouvoir répondre à cette attente des parents. J'imagine que vous êtes parfois confronté ou au regard des parents ou que vous les voyez en train de se questionner, car ces troubles sont parfois, pendant assez longtemps, invisibles, non ? J'imagine qu'ils doivent culpabiliser, c'est assez compliqué ensuite de les rassurer. Tout à fait. Alors, invisible, c'est pas tout à fait le bon mot terme pour décrire ce qui se passe, mais quelque chose qui se passe sous le regard des parents au fur et à mesure et qui s'installe petit à petit, est difficile à décrypter. Et surtout, dans ces pathologies, il y a un phénomène un peu particulier de à la fois montrer la souffrance à travers les difficultés et en même temps plein de stratégies pour essayer de le cacher. C'est-à-dire il y a un jeu entre qui est au sens premier du terme, parce que voilà, c'est pas du tout quelque chose de conscient et mis en place comme ça, à la fois de montrer et en même temps de rassurer, de dissimuler, et notamment souvent ce qui égare les parents, mais aussi l'école, puisque la plupart des jeunes adolescents qu'on est amenés à voir sont des jeunes scolarisés, et c'est quelque chose sur quoi on travaille beaucoup dans le lien que nous avons, nous, équipe de soins, avec la scolarité. C'est un hyper-investissement de la scolarité, de la même façon qu'il y a souvent un hyper-investissement de l'activité physique, il y a un hyper-investissement de la scolarité. Donc très souvent, sont des jeunes qui se présentent comme de très très bons élèves, très performants, très investis en scolarité. Et à l'école, très souvent, en fait, on est attentif à des difficultés scolaires, un décrochage. Alors, quelquefois, c'est ce qui se présente, qui accompagne le trouble alimentaire, mais le plus souvent, c'est plutôt ce perfectionnisme, cet hyper-investissement et des résultats scolaires très très brillants. Les cours, enfin les classes de primaire, etc., je n'ai quasiment pas de souvenir de lui. Un ami qui récemment a lu le livre me dit « moi non plus ». Donc, d'un côté, ça m'a rassuré. Je me suis dit, je suis pas le seul à ne pas avoir vu. Mais en même temps, vous vous êtes dit, c'est complètement dingue. C'est complètement fou. Et vous avez fait. Vous m'avez confié juste avant qu'on enregistre que le livre aurait pu s'appeler Tombeau. Et c'est vrai que vous lui faites un mausolée. C'est comme un requiem, en fait, cet ouvrage. Vous ne donnez pas son nom dans le livre. En revanche, vous lui dédiez l'ouvrage. On peut peut-être le dire. Oui, on peut le dire, tout à fait. Puisque c'est sur une tombe, il y a une pierre tombale. Voilà. C'est René Neveu. René Neveu, oui. Ouais. Non, je voulais. En fait, en réfléchissant à ce roman et aussi à la personne qui est derrière, je me suis dit, on peut pas disparaître comme ça, c'est pas humain en fait. Comment éviter que cet outil en fait devienne peut-être trop intrusif ?
pas pour le primaire, hein, j'imagine, quand on a une première utilisation de la montre, mais quand on arrive au collège, comment faire pour que l'enfant ne se sente pas constamment surveillé non plus, parce que ça serait dommage d'avoir l'effet contraire. Alors, vous avez raison. Alors, d'abord, c'est un réglage qui peut se faire. Il y a un dialogue qui peut se faire avec l'enfant pour dire à quel moment on active cette localisation ou à quel moment on l'enlève. Donc, c'est totalement à la main du parent. C'est vrai qu'après, c'est aussi une alternative. Peut-être ça parlera à certains parents. C'est une alternative aussi au SMS qu'on peut envoyer. T'es où ? Ou est-ce que tu es bien rentré ? Donc, il y a aussi une forme et où parfois le parent peut s'impatienter parce qu'il n'a pas de réponse. Et donc, du coup, on a cette localisation qui permet, c'est bon, il est à la maison, je ne m'inquiète plus, je suis dans une réunion, j'ai pas à me préoccuper. Et c'est d'autant plus important, hein, ce produit, parce qu'un peu derrière votre question, il y a aussi à partir de quel âge et jusqu'à quel âge. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on découvre un peu ce produit. Il faut savoir que ce marché, il faut savoir qu'à l'étranger, il existe depuis très longtemps, hein, que ce soit en Autriche, en Allemagne ou aux États-Unis. C'est un produit qui a été commercialisé depuis au moins 7 ou 8 ans. Donc nous, on va le découvrir. Comme ça, quand on fait, quand on a travaillé la cible, on n'a pas fait d'études de marché en tant que tel, on se dit c'est très clairement fin de CM2, début de 6e, parce que c'est là où généralement dans les familles, l'autonomie se développe et où on avait envie de savoir, tiens, est-ce que tout va bien ? Et ce repli sur soi pendant le confinement, il y a aussi l'impact des réseaux sociaux ? Sûrement, oui. L'idée, c'est que on peut avoir des liens qui sont dans la vie réelle et des liens qui sont... Dans la vie virtuelle ? Dans la vie virtuelle, exactement. Ouais. Et on ne va pas avoir les mêmes feedbacks, les mêmes retours, en fait, dans le virtuel qu'en vrai. Et le problème, c'est que cet isolement... On peut avoir la sensation de créer des liens comme si on regarde son émission préférée et on a l'impression de connaître son animateur, mais on ne le voit que par un écran interposé. Et ça ne va pas être un vrai ami, alors que dans la vraie vie, on peut avoir des expériences et partager des choses. Ça va permettre de générer des ressources. Et ce que vous disiez tout à l'heure, vous me demandiez ce que les élèves apprennent en soins-études, c'est aussi, ils sortent un petit peu en classe de leur casquette de patients ou de malades. Ils vont rencontrer d'autres élèves qui ont d'autres pathologies. Ils vont pouvoir justement échanger dans cette vie réelle, comparer les expériences et générer de nouvelles ressources. Ces ressources, elles sont beaucoup plus faciles dans les liens sociaux à créer en présentiel, en réel, dans la vie, dans la réalité. Et pas dans cet espace virtuel et numérique qui est... plus facilement filtrable, modifiable, et on va juste donner certaines parties de nous-mêmes, mais pas l'entièreté de notre être. Pourquoi d'abord c'est important de structurer les repas chez les enfants et les ados ? C'est un peu les révisions d'après les vacances. C'est un peu ça. On a déjà dit tout ça. Révisons, on l'a déjà dit, voilà. Mais ça fait pas de mal de répéter que structurer les repas, c'est garantir 4 temps alimentaires. Le petit déjeuner, le goûter, le dîner, éventuellement une collation dans la matinée ou après le sport. Et il y a des études qui montrent justement que manger 4 à 5 repas par jour, ça aide à mieux répartir l'énergie. Ça évite les downs. Les downs, ça évite les creux, effectivement. Et ça améliore globalement la qualité nutritionnelle. Alors, attention. Ouais, parce que les enfants, ils n'ont pas faim le matin. Mais oui, je le dis et je le répète, on ne stresse pas un enfant qui n'a pas d'appétit au petit déjeuner. Ok. Il faut quand même laisser un temps minimal entre tous les repas, non ? C'est mieux, c'est le temps alimentaire. Effectivement, entre les repas, de laisser 2-3 heures à 4 heures. Pourquoi ? Parce que ça laisse le temps à l'appétit de revenir, parce que ça évite le grignotage à tout va, qui lui est souvent moins bien équilibré qu'un repas. Et surtout, les grignotages permanents vont faire qu'on va avoir moins d'appétit au repas et ça va conduire à manger des aliments moins nutritifs. C'est la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Shirley, d'avoir été avec nous. Je promets de pouvoir m'équiper très, très rapidement d'un Laboubou. S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Et puis, je remercie également toute la régie, à la réalisation aujourd'hui Romain Luc, au son Saïd Mamou, le maquillage Laure Audemont, Emma Ferré et Laura Girard. À la rédaction, on se retrouve bien entendu demain avec son Laboubou. À demain. Ciao.